parlons à présent d'un tout autre sujet d'actualité présidentielle en France. Les tendances tombent à compte-gouttes. Emmanuel Macron aurait obtenu, selon des sondages, 58,2% des voix contre Marine Le Pen, 41,8% des suffrages exprimés. Et nous recevons Abdoulaye Karim Sango. Abdoul Karim Sango pour évoquer cette actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Emmanuel Macron qui est donc en phase d'être réélu pour un deuxième mandat. Est-ce que cela vous surprend? Je pense que la réélection d'Emmanuel Macron pour un deuxième mandat, de mon point de vue, est sans surprise. Je pense que tous les sondages, et il est assez rare que dans le contexte d'un pays comme la France ou en Occident de façon générale, que les sondages soient démentis. Au point où d'ailleurs, cette élection, de mon point de vue, n'avait pas un réel intérêt. Parce que, bon, je me disais que Macron avait beaucoup de chances d'être élu. Alors, ce score, il reflète véritablement quoi pour vous? Est-ce la victoire d'un discours rassembleur vis-à-vis d'un discours un peu plus radical? Je pense que c'est la victoire d'un discours politique, ou j'allais dire politicien, contre un discours franc, véridique, qui peut ne pas plaire. En fait, la nature de nos systèmes démocratiques est faite de telle sorte que ceux qui ont toujours la chance d'être élus et réélus, c'est ceux qui disent tout le contraire de ce qu'ils pourront faire. Est-ce que vous voulez dire que Marine Le Pen avait des propositions qui étaient vraiment en phase avec les aspirations des Français, mais malheureusement, compte tenu des discours politiciens dont vous faites cas... D'abord, un préalable. Marine Le Pen n'est pas ma candidate. Okay. Je ne l'apprécie pas, parce que j'estime que son discours, qui est un discours vrai, qui reflète ses convictions, qui correspond à l'état de mentalité de la France à un certain niveau. Donc de ce point de vue, moi, puisque moi-même je suis quelqu'un de très franc, de direct, de ce point de vue, il y a une sorte de proximité dans la démarche entre Marine Le Pen et moi. Mais elle a très peu de chances de se faire élire dans un système. Non, parce que, comme je l'indiquais, la nature du système démocratique a horreur, à quelques exceptions près, des dirigeants politiques vrais. Seuls les démagogues ont beaucoup de chances d'être élus. Marine Le Pen a à peu près la même histoire, aura à peu près la même histoire, la même trajectoire que celui que, si j'étais français, j'aurais peut-être choisi Mélenchon. Mélenchon, par exemple, a un discours vrai. Mélenchon, je pense que s'il était élu, tout ce qu'il avance comme idée, comme proposition, en fait, c'est des gens anti-système. Et ça, il y a très peu de gens. L'autre faiblesse de Marine Le Pen, c'est que la France me semble être un pays de tradition conservatrice. Déjà, elle est femme. Au-delà des bavardages égalité, égalité, la France n'est pas une société, à mon avis, qui a atteint un niveau de maturité politique où on est prêt à élire une femme. Je pense que ce sont des éléments. J'estime qu'elle a fait même beaucoup d'efforts. À mon avis, lorsque je regarde les chiffres, je pense que le vrai vainqueur de cette élection, c'est Marine Le Pen. Quand je compare les résultats de 2017, Macron, par exemple, en 2017, a eu 66,10% des suffrages exprimés. En 2017, Marine Le Pen avait eu 33,9%.
Macron, en 2022, a eu 58,2. C'est-à-dire qu'il a perdu 8 points. Marine Le Pen a eu 41,8 points. 8%. C'est-à-dire qu'elle a obtenu 8 points. Autrement dit, si on reste de façon logique, Marine Le Pen, si elle reste dans sa démarche, contrairement à ce que je viens de dire tout de suite, si elle reste dans cette marge de progression, elle a beaucoup de chance dans les années à venir, certainement, de se faire élire. L'autre problème qu'elle a, à mon avis, elle a un électorat qui lui est certainement fidèle, au-delà duquel elle a très peu de chances d'engranger d'autres personnes. Parce que son discours, qui était un discours vrai encore, de mon point de vue, n'agrège pas suffisamment. Vous avez d'ailleurs vu, la grande majorité des candidats au premier tour ont tous appelé à voter quasiment contre Marine Le Pen, à l'exception de Éric Zemmour. C'est vrai que Mélenchon, qui est venu troisième, n'a pas donné une consigne directe de voter, mais lorsqu'on lit entre ses propos, à partir du moment où il a presque demandé de ne pas voter pour Marine Le Pen, voilà, elle avait très peu. Donc, de mon point de vue, elle aura toujours un électorat un peu statique qui va avoir du mal à augmenter. Et voilà le problème. Ce qui veut dire qu'elle risque de ne jamais être présidente de la France. Oui, je pense, sans être marabout africain, je pense que peut-être que ceux qui vont lui succéder dans 30-40 ans, peut-être qu'ils auront la chance, mais je pense qu'elle risque d'avoir à peu près la même histoire que son papa. Mais en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'il y a une très grande évolution dans la personnalité de Marine Le Pen. Si elle corrige certains aspects, peut-être qu'il pourrait y avoir des surprises dans 5 ans. Alors parlons de la gestion d'Emmanuel Macron au cours de son premier quinquennat qui a été marqué par plusieurs difficultés. On peut parler de la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Il y a eu également cette crise des gilets jaunes, ces prises de position aussi sur les politiques étrangères ont aussi fait débat. Est-ce qu'il pourra justement tenir dans cette lancée sous ce deuxième quinquennat? Je pense que j'aurais aimé peut-être que nous mettions là qu'il soit à nouveau face à une nouvelle crise sociale. Non, il est évident que les gilets jaunes et autres vont reprendre du poil de la bête, puisque les questions de fond, bon, c'est vrai que la Covid semble être en partie derrière nous, mais il y a d'autres questions. J'ai vu que... La question économique. L'économie, les questions... Encore que sur le plan économique, je vois par exemple que le taux de chômage a connu une baisse en France sous son mandat. Mais je pense que le point d'achoppement, c'est la question des retraites. Où il a du mal à emporter l'adhésion d'une bonne partie des syndicats, des travailleurs. Mais Macron m'a l'air de quelqu'un d'assez intelligent, avec une capacité énorme d'adaptation. Mon sentiment, au fond de moi, je pense qu'il va surprendre agréablement l'opinion française. Je crois que Macron, c'est quelqu'un qui est dans la trajectoire de celui qui veut rentrer obligatoirement dans l'histoire. Et il faut le lui reconnaître, il est intelligent, il est brillant, il a des idées, on peut ne pas être d'accord. Je pense qu'il pourra opérer des concessions sur certains aspects,
Et puis rester focus sur la question de la relance économique de la France, comme il est très formanté aussi financier, économiste. Je pense que ça peut être un mandat de belles surprises, à mon avis. Alors, sur les politiques étrangères, je préfère m'apaisantir sur la situation africaine. Moi, je pense qu'il faut que chacun parle de ses problèmes. Je voudrais simplement dire aux Africains qui sont toujours dans des rapports France-Afrique difficiles, avec des procès d'intention que, en fait, ce soir, encore une fois, la triste réalité, c'est que c'est un président français qui a été élu pour défendre les intérêts français, et que nous ne devons pas espérer grand-chose. Surtout que d'ailleurs, pour ce qui concerne Macron, il n'y a pas grand-chose dans la campagne qui a porté sur l'Afrique. Je pense que la France elle-même a tellement de problèmes avec ce qui se passe en Ukraine. Je crois que l'Afrique va rester encore une fois un sujet de moins préoccupation. Son mandat qui vient de finir, à mon avis, a été un échec complet sur toute la ligne pour ce qui concerne l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut réellement qualifier l'Afrique d'un sujet de moindre préoccupation vu ces différents appels au changement de coopération militaire avec d'autres puissances? On a le sentiment que les Africains, beaucoup en tout cas, veulent tourner le dos à la France. Non, je pense que ça c'est déjà fait. Maintenant c'est la manière. Je pense que le monde a considérablement changé. Le type de rapport que la France avait avec le continent africain, notamment dans sa partie francophone, il y a forcément une dynamique de rupture qui est en train de se mettre en place. Maintenant, à mon avis, je l'ai déjà dit sur un plateau de télé, l'erreur c'est de croire que il faut quitter la France pour aller avec la Russie, pour aller avec la Turquie. Je pense que c'est complètement se tromper sur la nature réelle de ce qu'on enseigne en matière de relations internationales. Que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Le seul problème, à mon avis, pour un pays comme la France, c'est que nous avons une très longue histoire. Nous avons une langue que nous partageons en commun. Ce sont des éléments de proximité qui font que il faut que nous ayons des discussions beaucoup plus franches, beaucoup plus honnêtes sur le cadre nouveau. On ne peut pas gérer la relation France-Afrique francophone comme une relation France-Russie. La Russie ne nous connaît pas. Les Turcs, c'est de nouveaux acteurs. On est un peu dans une sorte, pour ces gens, d'opportunisme du genre au toi que je m'y mette. Je pense qu'il appartient aux dirigeants africains, encore une fois, de faire le bon choix. De dire à la France, bon, sur ces questions, voilà comment nous on veut que ce soit évidemment le nouveau cadre. Mais ça suppose que les dirigeants soient bien assis sur leur fauteuil. Il est difficile à un président maladroitement élu à coup d'achat de conscience, effectivement de dire la vérité à un chef d'État d'un pays qui lui a été élu clairement. Vous avez bien vu, la leçon c'est ça. C'est une élection de programme. Les Africains sont-ils incapables d'entendre des idées, des programmes? Donc une belle leçon de démocratie. De démocratie, moi c'est ça que je veux retenir. Il y a eu les gilets jaunes, ils étaient dans la rue, il n'est passé dans la tête d'aucun Français
qu'il faut faire un coup d'État. C'est ça. C'est ce comportement ridicule des Africains qu'il faut arrêter. Par exemple, quand vous regardez, durant le mandat de Macron, l'Afrique francophone, c'est un recul terrible en termes de démocratie. Coup d'État au Mali, coup d'État en Guinée, coup d'État au Burkina Faso, coup d'État au Tchad. Sans oublier, je ne veux pas citer pour ne pas me faire trop d'ennemis, des chefs d'État mal assis. Ça, c'est quand même honteux. Quand vous regardez quand même nos frères anglophones, il n'y a plus de stabilité. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de problème chez eux? Donc je crois qu'il faut qu'on regarde tous ces aspects. Il y a un lien entre ces différentes situations sociopolitiques dans les pays que vous venez de citer en Afrique avec la présidence d'Emmanuel Macron. Je pense, puisque la France est supposée, moi je n'ai pas d'éléments matériels, être le pays qui tire les ficelles. Alors si la France a un discours à géométrie variable, je n'ai rien contre le président tchadien. Mais si on estime qu'on peut accepter ce qui s'est passé au Tchad, on est disqualifié à venir se plaindre de ce qui s'est passé au Mali, de ce qui s'est passé en Guinée, de ce qui s'est passé au Burkina. C'est ça. La France manque de cohérence. On ne lui demande pas de s'ingérer. Mais lorsque vous avez un ami, entre États, il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui encadrent vos rapports. Il s'agit de demander aux uns aux autres de respecter les règles du jeu. Malheureusement, l'Afrique francophone, c'est un recul abyssal de la démocratie, au point où aujourd'hui nos populations n'y croient plus. Merci Abdul Karim Sango, le président du Parent, qui était là pour évoquer la présidentielle en France. Merci à tous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention.